Yann Leonardi, je suis super content de t'avoir ici. Alors, pour la petite histoire, toi, tu as commencé le marketing en 2011, si je me réfère à Ouais, ce que tu as marqué sur ton site. D'abord en tant qu'employé dans les startups, ensuite, tu as été pas mal consultant, freelance, et après, tu es tombé amoureux du growth hacking, tu es parti à ton compte, tu as lancé ta chaîne YouTube à ton nom qui cumule 96 000 abonnés, 175 vidéos. Alors, à mon avis, il y a aussi des shorts à ouais. l'intérieur sur cette chaîne YouTube. Il y a tout plus de 11 millions de vues, mais aussi et peut-être surtout ta newsletter Grosse Semaine, où tu fais une veille des nouvelles pratiques marketing, growth et branding. D'ailleurs, c'est une newsletter que je recommande à tout le monde, que tu envoies tous les dimanches, qui est très sympa à lire. Moi, je suis personnellement un auditeur fidèle de tes vidéos et un lecteur assidu de tes newsletters. J'ai lu que tu avais très gentiment partagé à la chaîne Snake Big Shit dans ta newsletter au moment où on parlait de AirChat. Et donc, forcément, j'ai sauté sur l'occasion pour te proposer de venir aujourd'hui parler à la fois de tes activités, de ta newsletter, mais aussi surtout du futur du marketing, du branding, du personal branding et de la création de contenu. En gros, ça va être quels seront les next big shit dans ces domaines. C'est le sujet de la chaîne YouTube. On essaie de faire des prévisions et d'analyser les prochaines tendances. Et je pense que ça va être hyper intéressant justement d'avoir ton avis sur la question. Et puis à la fin, on aura aussi des questions pratiques en vrac que les membres du sanctuaire nous ont posées à ta destination. Donc pour rappel, le sanctuaire, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est un lieu où les entrepreneurs sont regroupés avec 5 autres CEO pour s'appeler tous les 15 jours afin de discuter ensemble sur comment faire croître leur activité et résoudre leurs plus gros défis du moment. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il y a un lien dans la description. Donc voilà pour l'introduction. Première question, en fait, récemment, j'ai vu que tu avais partagé sur LinkedIn que l'IA, c'était pas forcément ton truc, ou du moins que tu étais assez dubitatif sur son utilité, en disant bon bah très bien, quand ça marchera, bah moi je vais l'utiliser, il n'y a pas de souci. Par contre, je suis prêt à prendre le risque de pas faire partie des tout premiers qui en profiteront et qui rafleront la mise. Du coup, bah première question, est-ce que tu penses que depuis 2 ans avec ChatGPT, bah, en fait c'est un énorme buzz très surcoté et qui finalement n'est pas si utile au quotidien. Alors, c'est hyper intéressant. Alors, déjà, merci de m'accueillir. J'étais agréablement surpris de vous découvrir avec cette histoire de AirChat. Ça faisait un petit côté contenu frais. Je voyais deux passionnés qui parlaient de sujets qui m'intéressaient. Donc, voilà, rafraîchissant, super content d'être là. Mais juste avant de commencer, je voulais que vous précisiez un peu le truc parce que moi, j'ai beau regarder un petit peu ce que vous faisiez, j'avais du mal à vous situer et vous me placer dans une catégorie marketing. On peut en reparler, mais du coup, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu parce que je vois que vous êtes à cheval un peu sur l'écosystème startup, écosystème un peu make money. Des fois, vous invitez un peu les deux, vous parlez un peu des deux sujets. Je sais qu'aujourd'hui, les deux univers sont pas si segmentés que ça. Mais il y a encore des gens qui restent cloisonnés dans différents écosystèmes, soit par des barrières mentales du conformisme ou juste un algo, genre voilà, ils suivent ce que l'algo leur donne sur YouTube, donc du coup ils restent dans un écosystème. Mais vous, j'aimerais bien savoir juste rapidement votre parcours et un peu comment vous vous situez par rapport à ça pour que je vois, et je pense que ça pourrait aussi aider parce que moi, évidemment, je pense que je vais partager cette interview à des gens de ma communauté. Donc, ça pourrait aider à vous découvrir un peu plus. Parce que c'est pas quelque chose qui est facilement accessible. Quand je regarde des vidéos à vous, je comprends pas rapidement ce que vous faites, comment vous vous positionnez. Donc, ça m'intéresse aussi. Je te laisse y aller en premier, Luc, ou vas-y. Ok, alors, peut-être commence. Il y a un petit bruit qui vient de démarrer à côté de moi. Ok. Peut-être commence. Ouais, donc nous, tu l'as très bien dit, on est à mi-distance. Donc déjà avec Luc, on a deux parcours qui sont, on va dire, proches, mais sensiblement différents. Moi, je viens vraiment de l'univers tech startup. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé et j'ai fait toute ma carrière dans des startups classiques, donc VC Track, je lève des fonds, je monte des équipes, on développe un produit, on va dire à 80% sur de l'immobilier. C'est mon truc, c'est la boîte que je développe depuis que j'ai commencé et que j'ai toujours. Et ensuite, je suis intervenu au bord d'autres boîtes, donc communication, sport, Web3 et e-sport. Donc voilà, je suis intervenu dans différents domaines, mais toujours avec une approche, on va dire, startup, qu'on pourrait qualifier de startup classique liée à la tech, en tout cas.
Et Luc, il se présentera après, mais vient d'abord du Make Money, a fait des incursions dans la tech et a, on va dire, un peu serpenté entre les deux. Et notre analyse de base, quand on bosse ensemble depuis des années, mais dans nos discussions, notre analyse de base, c'était de dire, c'est dommage de segmenter ces deux approches, parce que ces deux approches peuvent et peut-être doivent être complémentaires. Dans les startups, on a vécu une grosse période, notamment 2020, mi-2022, on va dire peu rationnelle, où on dépensait énormément d'argent, où on n'avait pas forcément des idées de rentabilité bien claires. Et en face de ça, il y avait un truc qui se développait avec le Make Money qui était soyons rentables, payons-nous bien et développons des business qui nous permettent de nous faire vivre en dehors des injections de cash et ainsi de suite. Et notre analyse, et je trouve qu'elle devient vraie sur 2023 et 2024 avec une situation économique qui s'est un peu tendue, c'est que les startups deviennent beaucoup plus rationnelles et empruntent des méthodes, on va dire, au make money et à l'infoprenariat, et les appliquent à des produits tech, des SaaS, de tout ce que tu veux, peu importe. Que ce soit des méthodes de gestion, donc sur des questions de rentabilité et de pragmatisme, on va dire, et des questions aussi derrière de techniques marketing ou de techniques de gestion ou de techniques d'outsourcing, de ne pas prendre tout le monde en payroll et tout ça. Et donc ça, c'est un peu la raison pour laquelle on est entre deux mondes. Et où nous, notre discours, c'est de dire, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, il n'y a pas un truc qu'il faut à tout prix pousser parce que ce serait plus ou glamour ou plus sympa ou plus sexy ou plus à la mode ou quoi que ce soit. C'est vraiment de dire, ces deux approches qui sont sœurs, entre guillemets, et dans le meilleur des mondes qui se mélangent. Et on prend le meilleur des deux et c'est comme ça qu'on a de très bons résultats. Et donc, c'est ça qui nous permet, je pense, d'aller sur tout un paquet de sujets et de l'analyser avec des spectres différents. Je donne des exemples, hein, mais on a sorti des podcasts sur l'industrie de la musique, sur l'industrie du marketing, sur l'industrie des réseaux sociaux, sur l'industrie de l'immobilier. Et ça nous permet d'avoir une couverture assez large en se disant bah, comment ces méthodes-là, comment toutes ces réflexions-là s'appliquent à différents sous-jacents, différentes industries. Et le second point derrière, c'est qu'on essaye de se dire, parce que c'est souvent ça que les gens essaient de faire quand ils créent une startup ou qu'ils créent quoi que ce soit, comment ça va évoluer et comment, même si on n'a jamais la science infuse, on peut se poser les bonnes questions pour essayer de deviner dans quel sens ça va évoluer et de prendre les meilleures décisions. Et derrière, c'est pour ça qu'on accompagne des CEO et des chefs d'entreprise et des cadres et tout ça. C'est parce que leur métier, quelque part, à un moment, c'est d'être capable de comprendre le marché à un instant T et de comprendre comment il pourrait évoluer. Et d'essayer de faire la jonction entre ces deux trucs-là, c'est ça la valeur que nous, on pense apporter. Avec, encore une fois, des angles de vue différents qui sont pas exhaustifs, mais peuvent rapprocher de la réalité. Ok. Donc, en gros, vous êtes deux curieux et vous empruntez, il n'y a pas de limite à là où vous empruntez des techniques pour vous ouvrir l'esprit et pour essayer de prendre la température de l'époque, quoi. Exactement. Tant que c'est légal, tant que c'est légal, ça nous va. Ok, très bien. Et alors, du coup, ce que vous proposez, c'est du consulting, mais aussi, donc, vous avez le sanctuaire derrière, donc une communauté avec des masterminds par groupe, si j'ai bien compris. Et il doit y avoir peut-être une communauté fermée quelque part. Alors, on ne propose pas de consulting. Pour l'instant, le seul business model derrière le podcast Next Big Shit, c'est le sanctuaire. Donc, le sanctuaire, qu'est-ce que c'est? Il y a pas mal de features, mais la core feature pour essayer de simplifier la chose, c'est des masterminds dans la durée, par groupe de niveau, et tous les 15 jours. Donc, en gros, c'est très simple. On a remarqué qu'il y avait deux problématiques. Aujourd'hui, il existait les masterminds et les réseaux pour les personnes qui voulaient vraiment se développer au-delà des formations en ligne. Les masterminds, c'est trop cool parce qu'on a de l'émulation collective, on a de l'intelligence et donc ça permet généralement aux personnes de sortir de là avec tout un tas de nouvelles idées à lancer ou des pistes de réflexion pour développer leur activité. Mais la problématique, c'est qu'il y en avait 1 à 3 dans l'année c'est souvent hors de prix. Et généralement, à partir du moment où on sort des masterminds, on est seul. On est seul pour itérer, pour faire face aux nouvelles problématiques, pour avancer, et c'est dommage. Et la deuxième chose, c'est que on a aussi testé pas mal les réseaux et les clubs d'affaires. Donc ça, c'est plutôt cool pour trouver les partenaires. Mais notre constat, peut-être qu'on se trompe d'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir ton feedback dessus, c'est que certaines fois, il y avait de l'asymétrie de niveau. D'autres fois, plus rare, il pouvait y avoir de la prédation dans les clubs d'affaires ou dans les réseaux. Et puis surtout, c'était des endroits où on pouvait trouver des partenaires, mais c'est pas forcément des endroits où on parlait de nos problématiques. En fait, c'est des lieux où on essaie d'être beau, on essaie d'être bien habillé.
Et on va pas vraiment parler des choses qui vont pas. On va pas dire que ça se trouve notre boîte va mourir dans 5 mois parce que problématique de fonds de roulement. On va pas dire qu'il y a des gros problématiques avec tel ou tel employé. Et en fait, ces problématiques-là, tous les CEO, tous les chefs d'entreprise, ils sont confrontés et finalement, ils ont assez peu d'endroits où en discuter. Et donc, nous, notre grande idée du sanctuaire, c'est de dire, OK, là, vous allez être avec des groupes par niveau, vous allez être 5 par groupe, tous les 15 jours, vous allez avoir un appel, et on va uniquement adresser les problématiques business du moment. Et donc, c'est des problématiques qui peuvent être assez lourdes certaines fois, et j'ai l'impression que pour l'une des premières fois, en tout cas pour nos membres actuels, ils ont une sorte de safe place où ils peuvent réellement obtenir de l'aide sur leur situation. Donc, voilà un peu la core feature du groupe. Ok, et il n'y a pas de groupe plus ouvert, genre sur un Slack ou un truc comme ça, en plus, en freemium? Alors, si, il y a un groupe qui réunit l'ensemble des membres du sanctuaire, où pour le coup, il y a pas mal de débats business qui sont organisés, pas mal de data qui sont partagées, énormément d'idées et également d'exemples de boîtes américaines ou européennes d'ailleurs qui sont en train d'exploser alors que personne n'en parle. Donc, il y a beaucoup de discussions qui sont vachement stimulantes, mais pas au freemium. Pour l'instant, on a fait le choix. Alors, c'est un projet qui est récent, hein, ça date de février, on l'a lancé en février. Et pour l'instant, on a fait le choix, voilà, à partir du moment où on rentre dans le sanctuaire, immédiatement, il y a une cotisation annuelle. Et puis voilà. Ok. Le seul freemium pour l'instant, c'est le podcast. C'est les idées qu'on partage. Ça marche. sur la chaîne. Bah, écoute, merci pour la réponse. Alors, figure-toi que je vais te donner un peu du travail de montage encore, mais finalement, cette question-là que je vous ai posée et votre réponse, vous pouvez la prendre et la mettre où vous voulez dans le truc. Et moi, à partir de maintenant, je peux répondre directement à ta première question, parce que comme ça, c'est vous qui choisissez où vous mettez cet échange. Ok. Alors, je réponds direct à la première question. Alors, c'est hyper intéressant cette histoire d'IA. Justement parce que moi c'est un choix personnel et ça doit justement, ce que je signifiais dans le post LinkedIn, c'est que ça doit le rester. C'est-à-dire que je fais le choix délibéré de ne pas perdre trop de temps sur la veille IA à tester des outils et à bidouiller. C'est-à-dire que évidemment je suis pas débile, je sais que ça change de paradigme et que je dois me tenir au courant. Donc je fais une veille modérée, j'essaie quand même de savoir tout ce qui se fait. Mais je ne vais pas passer des heures à essayer de bidouiller un truc, de plugger un truc avec un autre truc. Je dis pas que c'est ce que les autres gens doivent faire. Je dis que moi, j'ai volontairement décidé de faire ça avec toutes les innovations qui sont liées à mon métier. C'est-à-dire que j'ai déjà plus ou moins creusé un sillon sur mon expertise qui me donne un avantage concurrentiel. Que ce soit sur la thématique gross marketing ou ce que j'essaie de creuser sur le branding en ce moment. Bien sûr, je pourrais faire mieux, bien sûr, je vais continuer, mais j'ai cet avantage concurrentiel qui est pas négligeable. Et donc, du coup, ça veut dire que j'ai pas de raison de me mettre en risque à perdre du temps à être un early adopter sur des nouveaux outils pour essayer de gagner un avantage concurrentiel. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui se passe, c'est qu'il faut revoir la logique d'une innovation technique sous le prisme du concept de crossing the chasm, qui est un truc qui date des années 90 et qui modélise le cycle d'implantation d'une innovation et qui n'a pas changé. C'est-à-dire qu'en fait, une innovation arrive, va d'abord y avoir les innovateurs qui vont l'utiliser. Les innovateurs, c'est des gens qui vont utiliser les nouveautés parce que c'était une nouveauté, parce qu'ils sont dans un FOMO permanent, et pas spécialement pour ce que ça peut leur apporter. Et du coup, eux, on va les perdre assez rapidement. Parce qu'une fois qu'on a fini avec les innovateurs, bah, du coup, si c'est plus finalement si innovant, eh ben, ils vont se barrer. C'est un peu comme vos amis que vous connaissez sûrement qui ils vont écouter un truc parce que c'est underground. Dès que ça fait plus de 100 000 écoutes, ils arrêtent parce que ça devient trop mainstream. Donc, ça veut dire que c'est ces gens-là, par analogie. Après, il va y avoir les early adopters qui vont y voir un intérêt personnel. Ils vont y voir un intérêt d'avoir un avantage concurrentiel. Par exemple, l'IA, très, très facilement, on imagine l'avantage concurrentiel qu'on peut avoir en tant que, je sais pas moi, vendeur de formation ou ce genre de truc, ou même consultant. Que ce soit, et c'est valable pour tout, parce que ce soit pour sa propre discipline ou que ce soit juste pour un avantage en statut social, on pourra en parler parce que c'est quand même la clé de la compréhension du marketing, c'est en quoi on va aider les gens à augmenter leur statut ou on va les aider à ne pas perdre en statut.
Et ça, c'est hyper important parce que, pour le coup, on fait le choix, on est censé faire le choix d'être un early adopter ou pas. C'est-à-dire que moi, justement, je fais le choix de ne pas être un early adopter parce que j'ai déjà un avantage concurrentiel. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé ces deux phases, une innovation, en général, après, passe dans un gap, un chasm, donc, un gros trou, pour venir toucher le public mainstream. La plupart des innovations s'arrêtent là. Donc, c'est pour ça qu'il y a un risque. Parce que la plupart des innovations n'arrivent jamais sur le mainstream et meurent. Donc, ça devient risqué d'avoir passé du temps à essayer de déguiser un avantage concurrentiel dans la phase early adoption, parce que ça peut être pour rien. Et pendant ce temps-là, j'aurais pu scaler un autre truc sur mon avantage concurrentiel. Donc, moi, je fais le choix de ne pas être dans cette phase-là. Donc, délibérément, je décide de ne pas me pencher plus que ça sur les innovations IA, bien que je continue à regarder quand même, parce que j'attends qu'il y ait des usages prouvés beaucoup plus mainstream, et donc sans plus aucun avantage concurrentiel, mais juste pour ne pas avoir un désavantage concurrentiel, en fait. Donc, c'est-à-dire que, en fait, je vais utiliser, j'utilise ChatGPT, évidemment, pour des trucs qui sont évidemment prouvés. Toi, récemment, j'ai intégré dans mes process l'usage de ChatGPT pour le tone of voice en termes de branding. C'est-à-dire que j'ai réussi à me faire un prompt qui, avec mes guidelines tone of voice de branding, réussit à me faire des trucs plutôt corrects en termes de tone of voice, et ce qui aide vachement pour faire du copywriting. On le passe dans ce truc-là. Après, on a une version un peu plus tone of voicée par rapport aux attributs de branding d'une marque. Et puis derrière, il y a juste à modifier 2-3 trucs. Et ça fait un gain de temps énorme. Voilà, c'est juste un exemple. Évidemment, je l'utilise, mais ça, c'est un truc qui est déjà, ChatGPT, c'est déjà utilisé par tout le monde. Maintenant, tous les étudiants utilisent ça tous les jours. On l'utilise pour corriger des fautes, pour traduire. Enfin, c'est même plus un sujet. C'est devenu mainstream. Donc là, pour le coup, évidemment, j'utilise. Maintenant, je vais faire volontairement ce choix, et ce sera valable pour toutes les innovations. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que vous, individuellement, vous avez un intérêt à essayer d'avoir un avantage concurrentiel en perdant du temps à trifouiller des trucs. En perdant du temps, même si vous avez de l'argent et vous vous dites, bon, je vais juste m'associer avec des devs et on va mettre des trucs ensemble, on va trifouiller des trucs, vous perdez un temps entrepreneurial, ça ne change rien. Vous perdez des ressources en argent, vous perdez des ressources en temps à essayer de créer un outil en plus dans votre écosystème, même si c'est pas vous qui bidouillez, c'est le même problème. Donc, c'est-à-dire que moi, je fais le choix, volontairement, de ne pas faire partie des early adopters, et c'est ça que j'essaie de faire passer comme message, parce que les gens, en fait, ils sont trop dans le conformisme, et en fait, ils sont trop dans le FOMO, et ils font pas le calcul de est-ce que j'ai vraiment raison d'être dans cette phase d'early adopter ou pas. Si j'avais 20 ans aujourd'hui et que j'avais aucun avantage concurrentiel, évidemment, j'aurais pris le risque, bien sûr. Mais moi, j'ai pas d'intérêt à faire ça, et il faut que les gens se posent la question. Est-ce que j'ai un intérêt à être là-dedans ou pas? Et c'est valable pour toutes les innovations. Ouais, c'est hyper intéressant parce que finalement, tu utilises ChatGPT au quotidien, Ouais. in fine. Ok, Oui, ouais, mais bon, c'est devenu mainstream. ouais. Ok. Parce que dans ton post, moi, ce que j'avais compris, c'était bon, bah, tout le monde l'utilise, certes. Moi, aujourd'hui, je n'utilise pas. J'attends qu'il y ait des usages extrêmement spécifiques, pourquoi pas avec des plateformes tierces qui, justement, utilisent ChatGPT, qui peuvent directement m'aider au quotidien. Donc, voilà, je trouve ça En intéressant fait, que. tout ce qui est prouvé, qui marche, et que des gens ont déjà utilisé pour avoir un avantage concurrentiel, je l'adopte. Ce qui veut dire que je n'aurai pas cet avantage concurrentiel. Je ne vais pas me vanter d'utiliser ChatGPT aujourd'hui. Ça ne va pas Bien sûr. me rendre meilleur que les autres. Et est-ce que tu peux nous donner les tools d'IA que tu utilises au quotidien aujourd'hui, qui sont rentrés justement dans cette catégorie? Justement, et que ChatGPT. Je trouve que Ok. les autres tools d'IA, parce que de temps en temps, j'ai l'impression qu'il y en a un qui persouille, et finalement, j'essaye et ça, c'est nul. Donc, du coup, je laisse tomber assez rapidement. J'essaye pas de creuser le truc. Il faut vraiment qu'on m'apporte la preuve pré-mâchée que le truc fonctionne, quoi. Je vais pas perdre mon temps sinon, quoi. Alex, tu veux rebondir dessus? Non, c'est Sinon, hyper intéressant. En fait, c'est hyper intéressant comme stratégie, on va dire, business, parce que aujourd'hui, tu l'as dit, il y a un énorme FOMO. C'est-à-dire que la plupart des gens essayent de se dire, c'est quoi la prochaine étape pour avoir des gains complètement exponentiels. Enfin, en gros, c'est ça ce que je trouve ce que tout le monde cherche en ce moment. Et
il y a un truc typiquement dans le monde de la startup, c'est tous les VC ou les investisseurs qui étaient spécialistes Web3 en 2021, qui sont devenus spécialistes IA en 2022, et puis tu vois, dans 6 mois, ils seront spécialistes VR parce que j'en sais rien, un truc sera sorti. Et ça, je pense que c'est une énorme force de réussir à se concentrer, enfin, de parfaitement comprendre son avantage concurrentiel, de parfaitement comprendre sa force et ce qui fait vraiment qu'on est différent, et de forcer dessus. On le voit avec Apple, par exemple. Apple, ils sont très forts pour faire du hardware. Là, ils ont sorti des features IA et tout, mais ils n'étaient pas en premier sur l'IA. Ils n'ont pas fait comme Google, comme Meta, où ils ont investi à balle sur d'autres trucs. Meta a investi 10 milliards sur le métaverse. Bon, bah, ça ne s'est pas super bien passé. Ils en sont même arrivés à changer leur nom pour, voilà. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de gain de productivité. Alors peut-être que sur 20 ans ou 30 ans, ils auront raison, ça j'en sais rien, mais en tout cas, à court terme, non. Là où Apple est très fort pour dire voilà pourquoi nous, on est très très bon, voilà ce qu'on sait faire, et on ne bouge pas. Et Nvidia, qui en ce moment est en train d'exploser, c'est aussi sa force. Pendant longtemps, ils ont dit, bah, nous, voilà, on fait des cartes graphiques, alors elles peuvent être utilisées pour différents trucs, elles peuvent être utilisées pour les cryptos, elles sont maintenant utilisées pour l'IA, mais Nvidia n'a pas été sexy pendant 25 ans, et maintenant, ça y est, Nvidia est sexy, mais ils n'ont jamais bougé leur truc. Et donc, quand tu bouges pas et que tu gardes le cap, j'ai l'impression qu'il y a un moment où la vague, elle revient pour te prendre. Ce sera peut-être un peu plus long que ceux qui bougent tout le temps, mais la vague, elle revient pour te prendre. Et l'avantage, par contre, en échange de ça, c'est que tu es méga solide le jour où la vague, elle arrive. C'est pas juste par hasard, tu t'es plugué sur la trend du moment. Tu as une vraie expertise qui date d'il y a longtemps, et ça rassure les clients, les consommateurs de ton produit, ou peu importe ce que tu fais. Et donc, je trouve que c'est une très très bonne analyse business, et que quelque part, tu as raison de le faire. Et après, je ne sais pas, est-ce que ça, tes chiffres te donnent raison? Je suis très sûr que oui, sinon tu n'en parlerais pas. Mais ouais, je pense que c'est très malin de garder le cap. Et je trouve que c'est un truc qu'on ne fait pas assez aujourd'hui. En fait, il faut juste avoir un petit step back et jouer avec ses cartes, en fait. Et pas seulement hors sol. Moi-même, avec mes cartes, il faut les comparer au marché. Et tu vois, par exemple, tu disais, voilà, moi, je te disais tout à l'heure, si j'ai 20 ans aujourd'hui, je le tente, en sachant que tout le volume de gens qui est dans le même FOMO, en train de faire exactement la même chose que moi au même moment, est tellement énorme que mes probabilités de gagner un avantage concurrentiel sur tout le monde, va falloir que je me bute à ce truc-là. Donc, c'est-à-dire que il faut réussir à évaluer qu'est-ce qu'il faut mettre comme ressource pour avoir vraiment ces avantages concurrentiels. Ouais. Et évidemment, le bon sens un peu paysan, qui se perd, enfin pas qui se perd, mais on oublie que c'est vraiment ça finalement la clé pour sortir de toutes les situations, c'est dire, en fait, si tout le monde va dans une direction, c'est mes opportunités avec le plus de retour sur investissement, elles sont dans une autre direction. C'est un peu une règle d'or. C'est-à-dire qu'il faut réussir à sonder le marché et dire, en fait, ça y est, early adopters sont dessus. Si vraiment je voulais avoir un avantage concurrentiel, il faudrait que je fasse des trucs de ouf. Est-ce que j'ai les capacités de le faire, oui ou non? Sinon, je prends une autre direction, là où il n'y a personne. Ouais. Et est-ce que toi, finalement, tu te sers de la narrative d'IA pour pousser la big idea de en fait, hier, peut-être que le branding s'était mis au second plan. Aujourd'hui, vous n'avez plus le choix parce qu'on est dans un monde où finalement la barrière à l'entrée pour les produits tech est en train de diminuer de jour en jour avec l'IA, parce qu'on est dans un monde où la création de contenu peut être réalisée 10 fois plus rapidement pour 10 fois moins cher, avec 10 fois moins de personnes. Et que finalement, ce qui va rester demain aux startups et aux entreprises, ça va être une différenciation par un branding qui est unique. Ça va être créer une communauté autour d'une ID qui est unique, etc. etc. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir juste après. Est-ce que finalement, tu te sers de cette narrative-là pour dire, en fait, vous n'avez plus le choix maintenant. C'est soit ça, soit vous allez vous faire licencier par les personnes justement qui vont utiliser ça. Alors, je me sers pas. C'est pas un argument central, mais c'est vrai que souvent on m'apporte l'argument. Et évidemment, à l'époque de l'IA, c'est beaucoup plus facile de faire ce que tout le monde fait. En fait, principalement à l'heure actuelle, c'est juste capable de reproduire une version average de ce qui existe, quoi, en gros. Et au moins, ça permet d'être mieux que les nuls.
mais ce ne sera jamais aussi bien que les gens qui sont uniques, évidemment. Donc, évidemment, c'est un bon argument. Maintenant, je préfère, enfin, après, c'est une question de valeur perçue aussi, mais je préfère me placer sur un point de vue intemporel et je ne veux pas spécialement désigner comme, ouais, pas ennemi, mais comme menace l'IA. Pour moi, voilà, je ne veux pas la désigner comme ça, je ne veux pas m'en servir comme argument pour pousser les gens à aller là-dedans parce que, on parle du branding notamment, le branding, c'est beaucoup une question de conviction. Enfin, dans la prise de décision d'acheter une formation de branding ou de prendre un consultant ou du coaching ou n'importe quoi, il faut vraiment avoir compris le truc, en fait. Si tu n'as pas compris que c'est hyper important d'être différent sur un marché, c'est pas mon petit argument sur l'IA qui va changer les choses, en fait. Les plus gros arguments vont être ailleurs. Et l'IA, en fait, c'est juste une couche supplémentaire, à la limite, qui me servirait pour t'inquiéter un peu plus, pour appuyer sur la pénibilité. Donc, éventuellement, après, ça dépend de mon niveau d'éthique au jour J, parce que c'est variable, hein. Mais je peux l'utiliser ou non, mais ce ne sera pas un truc core de ma stratégie, quoi. Ok. Ok, ouais. Tu veux revenir, Alex? Non, vas-y. Ok. Bah, juste si on reste un peu sur le même, la même thématique, avec le marketing, l'utilisation de l'IA et derrière le branding. Moi, c'est quelque chose qui m'a hyper intéressé et j'ai fait pas mal de Web3 avant, de création de communauté. Bon, je suis un peu parti de ce monde-là pour plusieurs raisons, mais justement, l'une de mes narratives, c'était de dire attention, création de contenu, finalement, tout le monde peut en faire. Attention, l'IA arrive. Et ce qui va réellement être utile demain, ça va être l'ultra-relation. L'ultra-relation entre les clients, enfin, entre les membres presque d'une marque et aussi entre les membres, entre eux, au sein d'un écosystème que la marque peut créer. Et donc, je mettais en avant le fait de créer des communautés. Je disais que c'était c'était très puissant pour le marketing, génial pour la rétention, génial aussi pour le referral d'une marque, donc pour avoir même des coûts d'acquisition moins faibles, etc. Je suis un peu revenu sur cette idée-là parce que créer une communauté, c'est extrêmement compliqué. Tout le monde balance création de communauté comme si c'était the next big shit, alors qu'en fait, des vraies communautés engagées où des personnes parlent, c'est extrêmement compliqué et il y a très peu de marques qui arrivent. Pour ne pas dire aucune, notamment lorsqu'on voit toutes les marques qui sont lancées dans le Web3 et à quel point elles se sont ramassées dans l'engagement communautaire, notamment sur Discord. Et donc, moi, la grande idée que je défends en ce moment, c'est de dire, OK, je pense que c'est un tout, il y a un écosystème qu'on va devoir créer. Et pour engager encore plus, eh bien, on va avoir un retour, je parie sur un retour sur l'événementiel. L'événementiel au sein d'une entreprise pour justement essayer de consolider le lien. On voit qu'il y a un turnover de malade, qu'il y a de moins en moins d'employés qui sont engagés dans les boîtes, etc. Donc, l'événementiel au sein des boîtes pour resserrer les liens. D'ailleurs, on voit que les boîtes qui se positionnent dessus, il y a une entreprise comme ça qui s'appelle Offsite qui fait plus de 400% par an et qui est spécialisée, c'est une sorte de Airbnb d'entreprise, de séminaire d'entreprise qui décolle. Et on voit aussi que de plus en plus de marques commencent aussi à se diriger vers ça, non pas uniquement en interne, mais aussi en externe, pour créer un lien encore plus fort, soit avec les personnes qui participent à ces événements-là, soit avec justement le fait de filmer, le fait de s'en servir comme arme de communication en disant « Regardez, nous, on a un lien extrêmement puissant avec nos clients, et donc forcément, il y a un lien différent qui va se créer. » Donc, pourquoi je te parle de ça? C'est que ce que je pense, et j'aimerais bien connaître ton avis dessus, c'est qu'à l'ère de l'IA, alors on ne sait pas vraiment comment ça va pouvoir évoluer, mais à l'ère de la prolifération massive de contenu extrêmement simple à diffuser et à produire, on va avoir besoin très certainement de retourner à certains outils, à certaines bases marketing qui est l'ultra relation et pourquoi pas des trucs qui sont assez anciens comme la création d'événements, beaucoup moins scalable certes, mais qui peut faire toute la différence avec l'IA. Qu'est-ce que tu penses toi de ces méthodes qui visent justement à aller à contre-courant de l'ultra technologie, justement en revenant à de l'ultra relation? Bah, c'est exactement ce que tu fais, c'est exactement ce que je disais, c'est que tous les gens vont dans une direction et toi tu prends l'opposé. Et en fait, évidemment, c'est là qu'il y a les plus grosses opportunités, là où tu peux faire les plus gros wow effects.
et créer le plus d'engagement pour le moins de ressources possible. C'est-à-dire que comme ça devient un truc rare de revenir à de l'événement physique, pour soutenir une rétention, notamment, ou créer de l'engagement supplémentaire, pour moi, c'est évidemment... En fait, il y a des points bonus. C'est-à-dire que toi, dans ta liste de backlog, de trucs de tests que tu as, si tu modélises ta croissance et tu vois que voilà, l'engagement est pas ouf, tu as des problèmes de rétention, des trucs comme ça, tu pourrais l'améliorer. Évidemment, les idées contre-courant ont toujours des points de bonus dans le scoring, dans le backlog, de trucs à tester parce que justement, personne ne le fait et que ça peut être qui tout double, quoi. Ça peut être un gros flop, comme ça peut être vraiment un truc hyper important. Et l'analogie ça me fait penser aux gens qui avaient recommencé à envoyer des trucs écrits à la main. Il y a quelques années, des gens en avaient marre du mail, tout ça, et ils ont recommencé à envoyer des cartes écrites au lobby. Derrière, évidemment, ils avaient trouvé le moyen de scaler ça et que personne n'écrive. Donc, tu avais l'impression que quelqu'un l'avait écrit, mais en fait, c'était un truc automatisé. Et du coup, ils avaient maximisé le truc. Et après, quand il y a eu trop de monde qui le faisait, ça avait perdu un peu de son impact. Et après, on était passé à autre chose. Donc, c'est un peu le même truc. C'est-à-dire que le coût de la communauté, c'est évidemment un truc, mais il faut le masterer. En fait, il ne faut pas le faire vite fait à l'arrache, en espérant que ça va régler tous les problèmes. Et en voyant ça juste soit comme un canal d'acquisition, soit en espérant que les gens vont s'engager tout seuls parce qu'on a set up une communauté. Une communauté, c'est un élément de votre écosystème de marque. Donc, il a son propre modèle art. Donc, il faut travailler l'acquisition dans la communauté, l'activation, la rétention au même titre qu'on le ferait sur notre business. C'est en fait comme lancer un autre business. Et si c'est un support à votre croissance de votre art principal, vous lui enlevez le R de revenu à la fin. Et juste, vous faites des passerelles entre les deux. Mais ça ne va pas se faire tout seul. Et effectivement, il y a eu la vague, faut faire du community-led growth, mais tout le monde faisait des communautés merdiques qui mouraient, qui étaient du spam, qui étaient pas entretenues et avec zéro idée. Les gens faisaient juste des communautés comme lui, mais en moins bien. Et du coup, forcément, en fait, c'est toujours le même problème, c'est que les gens, ils pensent qu'il y a des solutions miracles et qu'il suffit de faire juste comme lui. Et ils le font toujours en nul, en croyant que c'est l'outil en lui-même qui va régler le problème, alors que c'est juste un enabler, tu vois. Donc, encore aujourd'hui, il y a moyen de faire des merveilles avec une communauté si c'est fait très bien, si c'est vraiment masteré et si c'est un peu différenciant. Et que ça ne ressemble pas à tous les trucs nuls ambiants, quoi. Mais pour revenir aux événements physiques, évidemment, c'est un truc comme personne ne le fait. Tu peux double down là-dessus, parce que du coup, tu peux faire, en plus des événements, tu peux faire du behind the scene, tu peux faire du building in public de l'événement, tu peux repurposer ton événement en plein de trucs, le mettre dans ta stratégie de contenu, le mettre dans ton arc narratif de ta brand story. Et évidemment, comme tu disais, c'est un créateur d'engagement incroyable. Mais en fait, l'événement doit être là pour exprimer le branding au mieux, pour que les gens se sentent alignés au mieux avec la mission de la marque. Et que ce soit côté client, avec des gens qui vont rester engagés émotionnellement avec une marque parce que ça vient renforcer l'image qu'ils se font d'eux-mêmes, ou alors côté employé, où on va un peu réduire le turnover parce que du coup, les gens vont être fiers de porter comme un étendard la marque de leur employeur. C'est toujours la même chose. C'est comment je vais pouvoir aider les gens à s'aligner avec la meilleure version d'eux-mêmes et être pourvoyeur d'attributs d'identité. Très clair, très clair, ouais. Donc, je te rejoins pas mal sur ça. Toi, alors la question est un peu liée à ce qu'on vient de se dire juste avant sur les événements et tout ça, mais toi aujourd'hui, c'est quoi les grands leviers? Enfin, on a parlé de tout ce qui était FOMO, de tout ce qui était, on va dire, optimisation mécanique, on va dire, ouais. Ouais, voilà, on a fait tout ce parallèle-là. La question, c'est qu'aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu vois comme levier marketing et comme stratégie qui, à la fois, marche bien aujourd'hui, mais est contrarienne au sens, justement, là où ne va pas la foule? Franchement, ça reste quand même. Alors, je ne voudrais pas donner l'impression d'être toujours monomaniaque là-dessus, mais
Déjà, je trouve que ça a été très long que les gens comprennent que faire grossir un truc, c'était pas que de l'acquisition, déjà. Encore aujourd'hui, ça y est, ça a fait son chemin. Les gens ont capté et maintenant ils commencent à se dire ah ouais, attends, comment je pourrais faire pour avoir de la rétention? Ils commencent à s'inquiéter sur des trucs. L'activation, pas encore. C'est-à-dire que même alors c'est pas pour être péjoratif par rapport à l'écosystème Make Money, mais l'écosystème Make Money, ils ont quand même tendance à juste recopier des trucs. Donc, on va pas dire que ça vient de leur propre curiosité, mais en recopiant les Américains, ils se sont tous mis au business model en abonnement. Ils se sont mis à faire des trucs où il y avait un recurring revenu, plutôt que vendre du one-shot et toujours être dépendant des coûts d'acquisition. Alors qu'effectivement, l'écosystème startup était un peu plus en avance là-dessus parce que la plupart avaient compris qu'il fallait faire du SaaS. Parce que c'était plus facile, et parce qu'il y avait des VC spécialisés en SaaS, et que les VC spécialisés en SaaS, en fait, structurellement, c'était plus simple parce que les VC étant des flemmards, ils voulaient juste prendre une courbe du MRR et hop, la tirer sur 3 ans et dire bon, voilà la valo. Et du coup, il y avait tout un écosystème de gens qui voulaient faire que des SaaS, juste parce que structurellement, c'était plus simple. Et du coup, c'est vrai qu'on était très, dans l'écosystème startup, très porté sur la rétention. Après, c'est arrivé côté écosystème Make Money, donc c'est bon, rétention, c'est réglé. Activation, je crois que c'est pas encore bien compris. Hein. J'ai l'impression. Ils n'ont pas encore vraiment. Enfin, je parle de tout le monde, hein, tous les marketeurs sont pas encore vraiment au point là-dessus. Donc tout ce qui est onboarding et compagnie, alors c'est pas contre-courant du tout. Hein. Évidemment, il y en a plein qui le font bien. Mais tout ce qui est activation, c'est pas ouf. Et tout ce qui est evergreen, création d'engagement. Non plus. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a 2 façons de créer de l'engagement, et l'engagement étant pour moi le carburant du moteur de croissance. Il y a, on va dire, des trucs un peu mécaniques, du genre, je te mets un faux mot là, j'optimise le truc là. Et puis, il y a vraiment le truc evergreen qui est émotionnel. Et là, on revient sur le branding. Et je trouve que il n'y a pas beaucoup de monde qui fait l'effort de faire un branding vraiment avec cet objectif. J'ai l'impression, de ce que je vois, c'est que la plupart n'en font pas et pensent qu'ils n'en font pas, alors que s'ils n'en font pas, ils en font, mais mal, puisque le branding, c'est étant une perception. On ne peut pas empêcher les gens d'avoir une perception de votre marque. Donc, du coup, ils ont 2 canaux de communication. Le premier qui s'évertue à optimiser, qui est le canal explicite, et le canal de la perception, dont ils ne s'occupent pas. Et donc, ils arrivent à envoyer des signaux contradictoires. Ils font du branding, mais sans le savoir. Et donc, potentiellement très mal. Et puis, il y a ceux qui le font et qui se contentent juste de faire une charte graphique et ils pensent que ça s'arrête là. Il y a très peu de gens qui vont au niveau supérieur, qui vont sur une mission supérieure, qui articulent une mission supérieure en relation avec leur identité, donc avec leur ADN, qui mettent leur personnage dans la balance correctement en relation avec une mission supérieure des marques qu'ils vont développer, avec un why, avec un comment on compte faire pour atteindre nos objectifs, avec et avec, in fine, le produit qu'ils vendent à l'instant T, mais qui est la structure globale qui permettra de venir ajouter plein d'autres produits par la suite, quoi. Je trouve que cette partie branding est vachement délaissée. On peut pas dire que c'est contre-courant parce que c'est un sujet qui quand même qui revient de temps en temps sur le tapis, surtout ces derniers temps, le branding. Mais je crois que même les gens qui en parlent, ils l'effleurent à peine. Ils disent ah ouais, le branding c'est super puissant, ils sortent un exemple et puis fin de l'histoire, quoi. Personne cherche vraiment à le faire et à vraiment avoir un truc qui va te toucher émotionnellement. Et moi, vraiment, depuis un certain temps, je suis vraiment que dans les trucs evergreen. C'est-à-dire que le truc qui me donne vraiment un avantage concurrentiel en ce moment, c'est la sociologie. La sociologie, en fait, je suis très curieux comme vous et juste je creuse. Et quand je commence à comprendre que le marketing, vraiment pour que les gens s'intéressent à un truc, c'est juste une question de statut. Pourquoi ça va les aider à gagner en statut ou ne pas perdre, une question d'affiliation à un groupe, ce genre de truc. En fait, j'essaie après de comprendre où ils se situent dans la société par rapport aux autres. Et parce que c'est toujours ça qui revient. Et on revient sur des trucs vraiment ancestraux. Et finalement, je tombe sur de la sociologie.
Et avoir de plus en plus de maîtrise en sociologie me donne un avantage concurrentiel énorme sur tous les autres marketeurs. Et maintenant, quand je commence à découvrir que la sociologie est liée à la neurologie, là, je commence à vraiment toucher du doigt une compréhension beaucoup plus globale. Rapidement, pour vous dire le truc, c'est-à-dire qu'en sociologie, on a des concepts genre l'habitus de Pierre Bourdieu, par exemple. L'habitus, donc c'est un peu... ouais, on va le schématiser très, très rapidement. Ça va être les modes de vie. Voilà, on va dire ça comme ça, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Le mode de vie lié à sa classe sociale et son statut social et compagnie. Cet habitus et donc son mode de vie et même ce qu'on a l'habitude de faire tous les jours. Est-ce qu'on va à l'école, est-ce qu'on ne va pas à l'école, est-ce qu'on est chauffeur de taxi ou pas, en fait, va complètement changer la structure mentale du cerveau. C'est-à-dire qu'un chauffeur de taxi, qui est chauffeur de taxi tous les jours, il va in fine, de par son statut, enfin de par sa position sociale, développer des formes différentes de compétences sur son cerveau. C'est-à-dire que la partie spatialisation, par exemple, va devenir beaucoup plus importante. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, son habitus de sociologie va restructurer la mentalité. Et c'est pour ça que finalement, quand on arrive à comprendre ce genre de choses, on arrive à comprendre que quand on s'adresse à une typologie de gens, l'aspect social est hyper important parce qu'ils ne vont pas envisager les choses de la même façon. Et quelqu'un qui va, voilà, quelqu'un qui a été à l'école très longtemps et quelqu'un qui n'a pas été à l'école, il a littéralement pas la même structure du cerveau, quoi. Et ça, quand la première chose du marketing à faire, c'est avoir de l'empathie pour comprendre à qui on s'adresse, comment les gens fonctionnent et qu'est-ce qui les touche, et ben finalement, soit on reste sur la surface, le fonctionnel, ça c'est le niveau 0 du marketing. Je te vends un truc parce que tu as un besoin fonctionnel. Évidemment, ça protège en rien des concurrents parce que si tout le monde te parle juste du fonctionnel, genre j'ai une feature ça pour t'aider à faire ça, bah, si un concurrent arrive avec plus d'argent, t'es mort, ça s'arrête là, fin de l'histoire. Donc c'est que du court terme. Par contre, si tu arrives à pourvoir un besoin inconscient ou inavouable lié à l'aspect sociologique des gens et leur psychologie, là, tu peux vraiment toucher à quelque chose de durable et créer vraiment quelque chose de un lien profond et qui va être un avantage concurrentiel, une barrière à l'entrée. Donc pour moi, déjà, voilà, je pourrais te répondre. Je trouve que le branding, les gens ne le font pas très bien. L'activation étant soit de l'activation optimisation mécanique, ou auquel cas ça va juste être un scénario, un machin, un truc, je te chope là, je t'optimise là, soit un onboarding lié au branding, et dans ce cas-là, on revient au branding. Mais dans le branding en lui-même, creuser jusqu'à la sociologie et la psychologie, là, pour le coup, il n'y a plus personne, quoi. Plus personne fait ça. Et c'est vraiment game changer. Moi, vraiment, quand je le faisais pas vraiment et quand j'ai commencé à le faire, je comprends beaucoup plus les audiences, quoi. Ok, hyper intéressant parce que si tu veux, là, on a dérivé d'un point, comme tu dis, purement mécanique ou on va dire stratégique à compréhension de l'humain. Et quelque part, tu as raison. Enfin, le marketing, c'est comprendre l'humain et comprendre ses désirs, besoins profonds, quoi. C'est en mi-distance entre la philosophie, la sociologie et, comme tu dis, le fonctionnement du cerveau. C'est hyper intéressant. Mais d'après toi, donc pour faire, on va dire, du rétro-engineering sur le truc, tu serais capable de dire, alors peut-être pas à l'échelle d'une personne, mais on va dire sur, j'en sais rien, 50 projets. Sur 50 projets, tu serais capable de dire des marketeurs qui prennent ça en compte ont des résultats qui sont meilleurs et créer des marques qui sont plus durables. Et c'est entre guillemets prouvable. Bah, en fait, le truc avec le branding, c'est que la façon de le mesurer, l'impact du branding est un peu compliqué. Ouais. La seule chose que tu peux faire, le truc, c'est que tu peux pas vraiment A/B tester un branding, Ouais. évidemment. C'est que tu peux juste faire un truc et voir l'impact que tu as. C'est déjà pas mal, remarque. C'est-à-dire que tu peux prendre ta campagne de conversion, t'ajoutes ta campagne de brand awareness et tu vois sur 2 zones géographiques différentes, une zone géographique où tu n'as que la conversion et l'autre où tu as les deux. Tu vois, est-ce que, in fine, quand tu prends le budget global divisé par le nombre de conversions, est-ce que sur le long terme, c'est mieux là où tu avais fait le branding ou pas? Voilà. Ça, tu peux le voir. Maintenant,
ce que tu aurais pu avoir comme niveau de puissance en termes de branding par rapport à ce que tu n'as pas fait dans ta user research, là, ça devient super compliqué. En fait, il faudrait à la limite que tu aies le temps de faire plusieurs brandings et de les A/B tester sur plein de zones géographiques pour voir là où ça marche le mieux. Ce serait vachement compliqué. Donc, moi, je peux juste, d'un point de vue encore bon sens paysan bête, te dire que, en fait, si le but du jeu, c'est de comprendre les gens et que tu vas pas sur la sociologie, il te manque des informations. Voilà, c'est tout. Ouais. Juste ça, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, ça semble évident, hein. Ça semble évident, mais c'est toujours bien de poser, enfin, tu vois, d'essayer de comprendre comment on pourrait tu le peux prouver, regarder bien sûr. le truc. Mais je suis d'accord avec toi, c'est hyper dur à mesurer parce que quelque part, bon, c'est difficile. Et puis en plus, tu sais jamais comment réellement ton audience reçoit le message. Autant, tu vois, des taux de conversion, bon, c'est mathématique, c'est facile. Là, c'est vrai qu'il y a toute une complexité derrière. Et en plus, je pense que c'est de la longue traîne. Enfin, je pense que tu confirmes, mais Très long terme, ouais, le branding, je pense que, enfin, on va reprendre Apple ou on peut prendre Tesla ou qui tu veux, mais ces boîtes-là, elles ont créé un branding sur 30 ans, tu vois. Moi, quand j'étais gamin, mon père, il me disait non, mais on va pas acheter un Apple. Apple, c'est pour les designers et, tu vois, et les archis, en gros. Je schématise très, très vaguement, mais c'était ça, tu vois, c'était un ordi de hippie. Et en fait, ils ont réussi à rebrander tout le truc et à devenir une marque cool et méga mainstream, mais ça leur a pris quasiment une décennie, quoi. En passant par des nouveaux produits, donc l'iPod en premier temps, l'iPhone ensuite, tout ça. Et ils ont dû transformer toute leur marque. Et ça, c'est assis sur sur deux choses. C'est sur une décennie de travail pour faire rebrander correctement la marque, et sur 2 décennies avant, qui étaient, vu que c'était pour les artistes, les artistes, c'est des mecs cool. Donc, je te schématise le truc. Si tu achètes un Mac, t'es un mec cool. Enfin, Oui. Alors après, le cas d'Apple est un peu différent parce que là, on a des gens qui ont étendu leur marché. Donc, c'est-à-dire que déjà, même si on reste sur son propre marché, l'impact du branding, ça se fait pas tout de suite, effectivement. Il y a une étude qui est hyper intéressante de 2 marketeurs anglais qui s'appellent Les Binet et Peter Field, qui ont eu accès aux data de genre 20 ans de boîtes en Angleterre, de l'IPA. Alors, c'est de l'IPS, c'est un truc qui n'existe pas en France ou ailleurs, qui est une sorte d'association qui récupère toutes les datas des membres. Et donc, ils ont eu accès à, je me souviens plus combien de milliers d'entreprises, et entre genre 98 et 2016. Et en fait, ils ont fait une analyse sur les gens qui faisaient donc de la sales activation. Donc, la sales activation, c'est juste vendre à l'instant T en utilisant comment dire, le stock de branding que tu as à l'instant T, c'est-à-dire un peu la renommée que tu peux avoir. Et puis, des gens qui faisaient du brand building. Donc, le brand building, c'est justement faire l'effort de construire les connexions neuronales, les associations d'idées. Et en fait, ils ont réussi à sortir un graphique hyper intéressant avec, du coup, l'impact du brand building, de la sales activation. Et en fait, la sales activation, elle est juste dépendante de la force que tu mets en ressources. C'est-à-dire que tu mets tant de budget, tu as tant de retours. Et en fait, tu vends, tu fais de la conversion, mais tu ne crées pas de structure mentale et tu ne crées pas d'association d'idées. Et finalement, quand tes coûts d'acquisition augmentent, tes performances baissent tout doucement, tout doucement. Et puis, du coup, il y avait ce côté brand building. Et du coup, ils ont réussi à en tirer un truc hyper intéressant. Alors, l'étude s'appelle Media in Focus. Je crois que c'est payant, mais moi, je l'ai. Si ça intéresse quelqu'un, vous m'envoyez un MP sur n'importe quelle plateforme, je vous le donnerai. Et du coup, il y a un graphique qui est génial où on voit la sales activation. Donc, on voit les pics. Donc, à chaque fois qu'on fait la conversion, on a un pic et ça redescend. Un pic et ça redescend. Et puis, le brand building qui commence plus bas et qui finit par dépasser le truc. Et l'horizon de temps, avant d'avoir le moindre résultat, c'est 6 mois. D'après leurs études. Donc, il se passe pas, de toute façon, il ne se passera rien. Il n'y aura pas d'impact du brand building dans les 6 premiers mois. Et évidemment, le truc qu'il faut faire, c'est combiner les deux. C'est bourriner en sales activation et en même temps faire du brand building pour que les coûts aient de plus en plus d'impact et qu'il y a des effets composés. Donc, de toute façon, on est sur des stratégies qui, s'il n'y a pas une conviction forte, et là, on est dans quelque chose de... Voilà. Les gens qui vont dire, ouais, ok, mais moi, je fais rien s'il n'y a pas de ROI, c'est pas pour eux, quoi. C'est-à-dire qu'il faut partir sur des horizons de temps beaucoup plus larges et partir sur une conviction. Ouais.
Et d'ailleurs, si on peut faire un parallèle avec l'écosystème startup, justement, de la période 2020, 2022 et tout ça, c'est là où tu as eu un problème. Parce que comme ils levaient beaucoup d'argent avec les VC, que la pub était pas super chère, ou elle commençait à devenir Ouais. beaucoup plus chère dans les années passées, mais et donc en fait, et qu'il fallait se refinancer à horizon 1 an, 2 ans, il fallait relever un tour, donc il fallait atteindre ses objectifs. Donc personne n'avait d'horizon long terme. En tout cas, je dis pas personne parce qu'il y a toujours des mecs, mais les horizons long terme pour beaucoup étaient remis au second plan. On verra plus tard. Et puis la pub, ça marche pour l'instant. Donc on tabasse, on tabasse, on tabasse et on devient méga héroïste. Seul problème, c'est qu'en 2023, quand le marché se tend, que plus personne ne peut te faire lever, que les coûts d'ads augmentent et que bah, du coup, tu te fais grignoter déjà les maigres marges que tu avais, bah, c'est là qu'on voit plein de boîtes disparaître. Et moi, je vois, donc, encore une fois, moi j'ai un biais IMO, puisque ma boîte principale est dans l'IMO, et enfin, tech IMO, et donc je baigne dedans. Et on a vu une boîte comme Mastéos, qui avait levé plus de 60 millions, qui était, on va dire, leader du marché de la PropTech, en tout cas, une des vraiment des figures de la PropTech, non pas que en France, mais en Europe. Et en fait, quand les coûts ont augmenté pour acquérir un utilisateur, parce que leur idée, c'était de dire je fais pour toi un investissement locatif clé en main, et ben acquérir un mec est passé de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros, ben, leur modèle ne tenait plus. Et c'était fondamentalement le modèle de la boîte qui ne tenait plus. Alors, en plus, ils ont pris les taux d'intérêt, machin, donc il y a eu plein de problèmes, mais rien que même leur funnel marketing, structurellement, ne pouvait plus tenir. S'ils avaient, j'en sais rien après, mais investi massivement en branding, peut-être qu'ils auraient pu couper la pub quand elle était plus rentable et quand même continuer à avoir du mouvement et du volume. Le seul problème, c'est que ils étaient dans un cycle hyper short où il fallait qu'ils se refinancent, qu'ils fassent du chiffre et tout ça. Et du coup, tu n'as pas le temps de te dire, bah ouais, mais je vais devenir une marque. Ça va peut-être me prendre 6 mois, 1 an, 2 ans de plus. Je vais devenir une marque, entre guillemets, référence, qui a besoin de peut-être 20, 30, 40% de moins. Et si il y a des turbulences, bon, ben, on peut passer les turbulences. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas reprendre après massivement, si tu vois, ça revient. Mais au moins, tu es un peu immune à ce genre de truc, tu vois. Tu te protèges. C'est En une fait, très le bonne branding, analyse. L'écosystème startup a effectivement subi ça. Ouais. Ouais. Et moi, c'est pour le coup, histoire d'agiter les angoisses, moi, c'est un de mes arguments. Vos coûts d'acquisition, ils augmentent. Ouais. Dur. Et c'est vrai, je lisais une étude qui est quand même qui était fascinante, c'était de dire sur 100% des fonds levés. Alors l'étude elle était aux États-Unis. Je ne sais pas comment c'est pour la France, mais on doit être dans cet ordre d'idée. Aux États-Unis, 40% des fonds levés, tout confondu, toutes startups confondues, retournaient dans la poche de Facebook ou Google. C'est quand même incroyable. En fait, c'était pendant le Covid. Alors, il y a eu plein de ressources vachement intéressantes particulières. Il y en avait un, c'était. Enfin, je sais que Sparkoro a pas mal relayé ça. Évidemment, eux, ils prêchaient pour leur paroisse, ils vendent des trucs pour faire du contenu. Sparkoro, c'est Ron Fishkin, le mec avec sa moustache, vous voyez, non, peut-être vous regarderez ça. Et en fait, il relayait plein de ressources de gens qui avaient arrêté la pub et qui étaient plus rentables en ayant arrêté le truc. Et il y a aussi l'histoire de Airbnb qui est incroyable. Le CFO d'Airbnb, il dit, voilà, on a arrêté les pubs de conversion il y a 2 ans. On fait plus que du branding. Et nos revenus augmentent. Alors après, voilà, faut pas croire que si on fait comme Airbnb, on aura les mêmes choses, hein, évidemment, parce qu'il y avait une sorte de crédit branding énorme déjà, quoi. Mais c'est pour voilà, un peu relativiser le truc. Et effectivement, c'est une machine qui s'auto-engraisse et qui te rend dépendant aux régies publicitaires. Et en plus, c'est assez obscur comment ils gèrent les trucs, parce que ils t'ont tellement facilité le truc. Au départ, tu avais plein de paramètres. Il fallait être un pro du paramètre. Genre, je parle de MetaAds. Il fallait être un pro du paramètre pour tirer le maximum. Et maintenant, ils t'ont vraiment fait en sorte de te faciliter la vie au point où tu as juste à lancer un truc. C'est devenu un truc Fisher-Price maintenant. Tu appuies sur On et tu les laisses faire. Et quand tu as eu des performances longtemps comme ça, bah, tu t'es habitué. Et maintenant, tu n'as plus aucune idée de comment tout fonctionne. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En vrai, ils peuvent trafiquer le truc comme ils veulent, augmenter les trucs comme ils veulent. Tu sais même plus comment ça marche, parce que tu as laissé l'algo choisir pour toi qui serait ciblé ou pas, quoi.
Donc, ouais, c'est hyper intéressant. Et ça nous ramène à, finalement, qu'est-ce qui est evergreen? Qu'est-ce qui a le plus d'impact sur le long terme? Et en fait, encore une fois, il faut prendre faire un step back et se dire, en fait, je suis dans quelle situation et quel est mon objectif, en fait? Est-ce que je suis juste là pour le prochain tour de table? Est-ce que je suis juste là pour faire gonfler ma valo et parce que je fais un cash out au prochain tour ou pour X ou Y raison? Il y a toujours eu d'autres raisons. Et dans ce cas-là, ouais, on joue court terme. Ou c'est quoi mon jeu? Est-ce que je joue long terme? Est-ce que je joue court terme? Si je joue court terme, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas faire comme les autres sans savoir, en comparant, c'est toujours le même truc, c'est en comparant la vitrine des autres avec son arrière-boutique, quoi. Les autres, ils font ça, mais c'est pas parce que les autres font ça, ils ont peut-être des raisons, et du coup, tout le monde fait la même chose, et, et ça n'a plus aucun intérêt par rapport à ses propres objectifs, quoi. Si on revient très rapidement sur, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de comparaisons aussi qui ont été faites avec le monde du make money au tout début de cette discussion et si les startups avec leur pivot sur on balance en ads et puis après finalement ça peut être plus intéressant de balancer en branding. Alors comme l'a dit Alex au tout début du podcast, moi j'ai déjà commencé par le monde de la tech, d'abord des applications mobiles. Je faisais pas de thunes et donc après je suis parti dans le monde du business en ligne avec la création de marques e-commerce, puis après beaucoup de make money me concernant et je trouve que ça a été une chance parce que j'ai appris à être filou avec les moyens de faire de l'argent et j'ai surtout appris à être filou dans ma capacité à transmettre un message de manière assez forte. Certaines fois avec des grosses promesses, certaines fois avec un ennemi commun sur lequel on appuie comme un dingue, et certaines fois aussi avec des outils de monétisation pour justement aller chercher les quelques centimes pour être rentable directement en front, et ensuite aller chercher la cash cow en back avec tout un tas de produits. Donc pour être rentable en front, on avait non seulement un produit d'appel, mais aussi tout un tas de bump, upsell 1, 2, 3, 4, certaines fois. Pourquoi je Attends, parle de 2 ça? secondes, faut que j'aille ouvrir la porte, je reviens tout de suite. Pas de souci. Excuse-moi. Donc tu disais, tu faisais des gros bumps, et donc pourquoi tu Ouais, me ce parles que de je veux ça? dire par là, c'est que du coup, on était pas on était autofinancé, on n'allait pas chercher les fonds, et du coup, on essayait vraiment d'être hyper percutant en front, que ce soit au niveau du message, que ce soit même au niveau du branding, parce qu'on appuyait vraiment sur les points qui assez émotionnels, qui faisaient passer à l'action, et aussi au niveau de la monétisation, où on essayait d'être rentable directement en front, et donc ne pas aller chercher la rentabilité sur 5, 6 mois, voire 1 an, 2 ans pour certaines boîtes, mais essayer de chercher la rentabilité directement en front pour ensuite aller chercher le volume en bac. Donc pourquoi je te parle de ça, c'est parce que c'est d'ailleurs une des questions d'un des membres du sanctuaire, c'était de dire, ok, le modèle à la ClickFunnels, que à mon avis, tu as dû analyser avec Russell Brunson, c'est un modèle qui a quand même prouvé qu'il était efficient. La première question, c'est à ton avis, pourquoi est-ce que aussi peu de startups font ça? Et est-ce que tu penses que c'est un modèle qui va se démocratiser ou au contraire, c'est un modèle qui est beaucoup trop agressif pour justement convenir à tous les styles de boîte? Moi, j'ai quand même constaté quand les startups ont commencé à adopter des méthodes de make money, c'est devenu quand même un peu plus courant. Et en fait, c'est assez lié à ce que Alex disait juste avant. C'est-à-dire que tant que les techniques classiques que tout le monde utilise marchaient, il n'y avait pas de raison de se prendre la tête. Et puis, à un moment, quand ça commence à plus trop marcher, là, on commence à se demander, tiens, comment on pourrait améliorer les choses, quoi. Et c'est là qu'on commence à devenir curieux. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que, en fait, la curiosité, c'est pas une option. On est censé, si t'es pas curieux tout le temps, voilà, t'es un peu, t'es pas un bon, quoi. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et en fait, tu devrais déjà savoir ce qui se fait et déjà essayer d'implémenter des trucs, faire des tests. Enfin, je veux dire, après, j'avoue que c'est facile à dire parce que toi, tu es CMO d'une boîte. Même si tu as envie de tester des trucs, très facilement, voilà, c'est pas toi qui décide de à quoi vont être alloués les budgets, qu'est-ce qu'on va faire comme test. Et tu peux très bien te faire rembarrer en disant non, mais t'es gentil, ça marche bien, on double down là-dessus, quoi. Donc, je vais pas non plus rejeter la faute à tout le monde. Il y a sûrement des gens qui voulaient tester des trucs, mais ils ont eu l'opportunité que quand ça commençait à moins bien marcher, quoi. Donc là, quand même, c'est quelque chose qui est devenu un peu plus courant. Dire de refaire rentrer ces méthodes-là. Maintenant, le truc, c'est que plus ça devient mainstream et moins ça va marcher.
évidemment. Comme tout, en fait, comme toutes les méthodes, forcément, pendant un moment, voilà, l'inbound, ça marchait de fou, et maintenant les gens en ont marre de se faire démarcher, ça marche de moins en moins. Faut avoir vraiment de plus en plus de différenciation, de trucs bien vus. Faut vraiment travailler son outbound. Je vous ai dit inbound ou outbound? J'ai oublié, excusez-moi. Inbound. Ok, Mais on je a parlais compris de la base. l'outbound. Faut vraiment avoir un outbound différenciant pour qu'il marche aujourd'hui. Et c'est pareil pour les funnels, c'est-à-dire que, enfin, pour cette méthodologie-là, c'est-à-dire que si quelqu'un arrive et se dit je vais faire ça en copiant vaguement ce qui existe, ça ne marchera plus. Il faudra juste renouveler le truc, trouver toujours quelque chose, un moyen de le faire de façon différente pour que c'est le plus d'impact possible, quoi. Mais oui, je pense que là maintenant, on est arrivé dans une mainstreamation de ce genre de méthode, que ça a fait ses preuves. Je suis Maintenant, pas tout le sûr, hein. monde. C'est vrai? Dans le modèle des startups, est-ce que tu connais beaucoup de startups qui ont un produit et qui vont dire, OK, comment est-ce que je peux créer de base un produit d'appel que je vais essayer de monétiser en front, et comment ensuite je peux peut-être décomposer mon échelle de valeur pour que dans le tunnel en front, juste après l'ADS, on puisse être rentable directement. Généralement, j'ai l'impression, dites-moi si je dis des bêtises, mais que surtout pour les startups qui se font financer, qu'en fait, ils n'ont pas forcément cette logique de on va essayer d'être rentable immédiatement, qu'au contraire, ils ont plus cette logique long terme qui peut être assez vertueuse certaines fois, de se dire, oh non, on va être rentable dans 6 mois. Bah, peut-être pas, en fait. Peut-être pas. Avec les personnes. Et je connais pas beaucoup de startups, justement, qui se disent, OK, on cherche la renta dès le début. Et puis après, on cherche à engranger du volume. Tu en connais beaucoup ou pas qui font ça? À part les ClickFunnels, System.io, ce genre de boîtes. En fait, moi, je parlais plutôt de la structure. Quand tu me disais, voilà, les méthodos, je parlais plutôt des structures du genre, tout ce qui est évoqué dans ces méthodes-là, entre les funnels, les landing pages, mais je parlais pas du choix délibéré de vouloir être rentable dès la première transaction. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est pas lié aux méthodes qu'on va appeler Make Money, qui sont pas vraiment des méthodes Make Money, mais c'est pas vraiment lié à la méthode, c'est plutôt lié à un choix qui est séparé pour moi. C'est-à-dire qu'on peut vouloir se dire, je veux être rentable day one, ou on peut faire des choix différents. C'est-à-dire que ça dépend des stratégies business qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a des VC, pas des VC, pas des investisseurs, pas des investisseurs. Est-ce qu'on pousse le coût d'acquisition, je sais pas, au-delà, lié à la lifetime value, la payback période. Enfin, là, c'est vraiment des choix qui sont propres à chaque boîte. Et pour moi, les méthodes Make Money n'étaient pas liées forcément au fait qu'il faut être rentable day one. Alors que pour toi, ça a l'air d'être le cas. Ça fait partie du package. Alors que moi, j'avais pas compris que ça faisait partie du package. Pour moi, juste les startups qui utilisaient ces méthodes-là n'étaient pas corrélées au choix de vouloir être rentable tout de suite. Ouais, enfin, pas trop Make Money, mais on peut appeler ça business en ligne plutôt, peut-être, ça serait peut-être plus juste. Mais ouais, en fait, le choix a été très rationnel. C'est on n'a pas d'argent, donc on peut pas ne pas être rentable, parce que si on n'est pas rentable, on cut immédiatement les coûts et on arrête l'acquisition. Et donc, du coup, on va essayer de chercher la rentabilité dès le début, quoi qu'il arrive, quitte à ce qu'on soit rentable tout juste break-even à la fin du tunnel. Oui, bien sûr. Après, tu vois, il y a des gens qui vont se dire, voilà, il faut qu'on ait une payback période de 1 mois ou 2. Il y en a qui vont dire, non, moi, je peux aller jusqu'à 1 an. Enfin, c'est quand même très variable, quoi. Effectivement, il y a des gens qui vont se dire, ils ont des problèmes de marge, il faut que ce soit rentable day one. Je pense que c'est vraiment très variable pour le coup. Et je pense pas que ce soit un mindset spécial. C'est vraiment très variable en fonction de la situation, hein. Alors, c'est sûr que ça s'est tendu plus ces derniers temps et qu'il y a plus de gens maintenant qui veulent être rentables immédiatement, c'est sûr. Et donc toi, tu penses que finalement, c'est pas un sujet, qu'aujourd'hui, ça s'est vachement démocratisé, ces méthodes, et que les startups on n'est pas justement au début de l'utilisation de l'ensemble de ces méthodes, c'est vraiment un tout pour l'écosystème startup. Tu penses que c'est déjà le cas? Moi, j'ai l'impression que les meilleurs sont déjà dessus depuis longtemps, et que ceux qui sont pas au courant de ce qui se passe sur le business en ligne, ils sont bien, bien à la ramasse quand même. Moi, je suis assez d'accord. Je pense que les méthodes, elles ont transitionné et que ceux qui sont bons et pour lesquels le modèle peut s'appliquer, quasiment tous, ils l'appliquent.
si tu veux. Après, il y a toujours des trucs, tu vois, des industries nouvelles, ce genre de trucs un peu très niche, où là, bon, ça s'applique moins et c'est plus compliqué. Et voilà, mais sur tout ce qui est SaaS, app, machin, tu as quand même, tu vois, on en a même dans le groupe, ceux qui développent des apps, ils sont très imprégnés de cette culture quand même. Alors que théoriquement, les apps qu'ils développent, c'est pas des apps infopreneurs ou tu vois ou business en ligne. Enfin, ils seraient Mais c'est du bootstrap. considérés. Pour le coup, justement, c'est des 100% de bootstrap pour le coup. Et d'ailleurs, c'est des personnes qui ont été biberonnées au business en ligne, et ça aussi, c'est intéressant. Je pense que tu fais référence à Evien qui est biberonné au business en ligne, à tous les bouquins de Russell Brunson. Donc, c'est des personnes qui viennent de ce milieu-là et qui ont reçu 0 fonds. Donc, forcément, surtout lorsque tu développes une app mobile, c'est extrêmement compliqué d'être rentable. Bah, lui, justement, il a réussi à être rentable dès jour 1, justement, avec pas mal de strats. Pour le contexte, Yann, c'est un développeur du software qui fait à peu près 1,5 million de ARR et qui a une application de méditation. 100% bootstrappé. Application mobile de méditation, ouais. Okay. Qui s'appelle son application qui s'appelle Evolum. Okay. EVOLUM. Et je crois même qu'il était passé par Coup d'État ou The Family. Enfin, je crois qu'il avait fait un petit saut dans cet écosystème-là. Evolum. EVOLUM. Moi, je regarderai, ça m'intéresse parce que j'ai vachement suivi un moment Calm, Headspace et Petit Bambou. Et j'étais très curieux de voir, parce que Calm et Headspace, c'est vraiment des études de cas incroyables en termes de marketing, quand ils commencent à devenir des sortes de médias, faire raconter des histoires à LeBron James pour que tu t'endormes et tout ça, faire des trucs incroyables. Mais du coup, en fait, je pensais que tout avait été fait, donc je serais très curieux de découvrir ça, voir comment tu peux... après ça, arriver et réussir quand même à faire de la thune avec, ça m'intéresse. Je vais voir le volume. Eh bah, écoute, je te conseille réellement, et si tu veux, je te mettrai en contact avec Vivien. Regarde ce qu'ils ont mis en place d'un point de vue marketing acquisition. C'est un cas d'école d'une personne qui a pris des méthodes qui marchaient pour le business en ligne hardcore certaines fois et qui a réussi à le mettre parfaitement sur l'industrie de la méditation. Donc, c'est quand même, ça n'a rien à voir. Et c'est des trucs qui sont certaines fois assez agressifs et super bien pensés. Aussi, en partie pour contourner les règles de l'Apple Store. Donc, c'est hyper intéressant d'un point de vue analyse marketing. Ah, ça commence par un onboarding. Ça, c'est une super idée. En fait, tu as un onboarding. Alors, je sais pas, je vais pas le faire en direct, mais en fait, il y avait une app qui s'appelait Noon ou Noom, je sais plus. Enfin, c'était un truc pour maigrir, je crois, un truc comme ça, pour la nutrition ou un truc comme ça. Et qui commençait par en fait, tu n'avais pas le choix, tu étais obligé de rentrer dans un onboarding, évidemment un truc de micro-commitment, genre tu sais pas quand ça s'arrêter, donc tu réponds aux questions. Donc pendant que je te qualifie, je t'engage dans l'onboarding, et du coup, quand tu as déjà fait 10 questions, tu vas continuer, parce que tu dis, j'ai déjà perdu du temps à répondre à 10 questions, je vais pas m'arrêter là. Et à la fin, la personne a mis tellement d'engagement émotionnel dans l'onboarding que il a un pied dans la porte, quoi. Donc je sais pas à quel point ils ont repris ce truc-là, mais c'est hyper intéressant d'avoir ce genre d'approche, en tout cas. Pour transitionner sur un autre sujet, au niveau notamment du personal branding, donc c'est extrêmement à la mode, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est la nouvelle chose vers laquelle il faut se diriger. J'aimerais bien connaître ton avis sur la question. Est-ce que, alors, le personal branding sur tous les business, pour le coup, business en ligne, bah, ça cartonne. On a pu le voir avec les agences, ça marche bien. On a pu le voir avec les business models qui tournent autour de la formation, du coaching. Moi, c'est top parce que finalement, tu vends qui tu es. Donc, ça marche plutôt pas trop mal. On commence à voir ça dans le monde du e-commerce avec Justine Hutto. Mais bon, c'est quand même assez exceptionnel. Et à quel point est-ce que tu penses que c'est... alors, c'est une question très basique que je vais te poser. Hein. À quel point est-ce que tu penses que c'est surcoté, notamment à partir du moment où on a une boîte, une startup, et que l'on veut appliquer le modèle SaaS, le modèle SaaS, n'importe quoi, le modèle ARR, AARR. À quel point est-ce que c'est pertinent de se focus sur le personal branding, ou à quel point c'est une perte de temps qui, en fait, si on allouait ce même temps à essayer de développer sa boîte directement, au lieu de son personal branding, ce serait plus pertinent. Encore, c'est une question de référentiel de temps. Si tu veux faire de l'acquisition immédiate, c'est peut-être pas le meilleur choix. Si tu es court-termiste, c'est pas forcément le meilleur choix. Si tu es long-termiste, c'est évidemment un levier de croissance énorme. Tu décides de l'appliquer ou pas. C'est-à-dire que moi, quand je travaille sur des brandings de marque,
en fait, je présente les choses comme ça. Je dis, voilà, on peut avoir un branding de la marque et puis avoir un personal branding des fondateurs associés. C'est un avantage. Voilà. Vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas montrer votre tête, il n'y a pas de problème, mais sachez que vous perdez un levier de croissance, qui est clairement le cas, puisque en ce moment encore, ça reste une infime minorité des boîtes qui mettent en avant leurs fondateurs et des personnages. Donc, tant que c'est le cas, il faut le faire à fond. Quand plus de la moitié des boîtes le feront, ce sera plus un avantage. Donc là, pour le moment, il faut le faire à fond, bien sûr, parce que on présente une histoire. En fait, moi, faut raconter des histoires. Ma marque, ça doit être une histoire. Et alors évidemment, quand tu es un consultant tout seul, là, tu n'as pas le choix. Mais quand tu as une boîte, ta boîte, tu dois lui raconter l'histoire, raconter la mission supérieure, raconter tout ça. Et le meilleur moyen de raconter une histoire, c'est d'installer un personnage. Et donc, moi, au Golden Circle, là, why, how, what, pour moi, l'idéal, c'est de commencer par qui. On parle de qui, on parle de sa vie, on va prendre les éléments de son histoire qui vont nous intéresser. On ne va pas raconter son histoire, on va juste prendre que ce qui nous intéresse pour l'articuler avec la suite. Et de cette proposition, ce personnage qu'on vient présenter, on arrive à comprendre un petit peu les choses qui l'animent, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et dans ce cas, l'arc narratif devient beaucoup plus clair quand on a un personnage. C'est tout. Donc, se priver d'un personnage dans son arc narratif, c'est dommage. Du coup, ce sera plus compliqué sans personnage. Et c'est sûr qu'après, faut vraiment avoir un personnage qui apporte de la valeur ajoutée. Alors aujourd'hui, on peut quand même faire du personal branding avec un personnage plutôt moyennement fade, puisque pas beaucoup de monde le fait. Mais plus il y aura de personal branding et plus il faudra avoir quelque chose d'impactant et de différenciant. Très clair. Très clair. Hyper intéressant. Ça m'a convaincu. je reprends la création de contenu aujourd'hui. T'as une question sur ça, Alex? Non, moi je suis un grand convaincu. J'ai même pas besoin d'en rajouter parce que tu sais à quel point je suis un grand convaincu de ça. Et moi, depuis 2021, je publie sur TikTok, sur Insta, machin. J'ai pas encore trouvé la méthode parfaite pour ramener vers ce que je fais aujourd'hui, mais on est en train de se poser toutes ces questions-là en ce moment même. Et il y a encore du boulot, mais par contre, rien que sur la capacité à lever des fonds et à agréger de la trust, entre guillemets, le fait d'avoir 300 000 personnes sur TikTok et 70 000, 75 000 sur Insta, ça rassure les gens. Ils se disent, le mec peut pas se barrer demain, tu vois, et faire n'importe quoi parce qu'il a une image à défendre quand même. Elle n'est pas tout de suite liée au sous-jacent sur lequel je lève de l'argent, à savoir l'immobilier. Mais à minima, tu vois, ça rassure d'avoir quelqu'un que tu peux identifier. Et rien que là, déjà, moi, j'ai vu les bénéfices du truc, quoi. Et encore une fois, je l'ai fait tout seul, donc pas forcément aussi bien que qu'un expert comme toi, tu vois, le ferait. Donc, je valide à 200%. Toi qui as dû analyser pas mal, en plus de ton métier de consultant en création de branding et en growth marketing, tu es un créateur de contenu hors pair. Hein, tes vidéos sont hyper bien écrites, super bien structurées. Les vues sont à chaque fois dépassent les dizaines de milliers de vues, voire les centaines de milliers de vues. Donc, à mon avis, tu analyses vachement ce qui se fait dans la création de contenu. Est-ce que tu as des prévisions sur ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années? On a vu qu'il y avait un contraste énorme qui se mettait en place avec l'ultra-production et au contraire la sous-production, avec Sam Sulek et de l'autre côté MrBeast. Bon, c'est des exemples qui sont assez communs maintenant. Notamment aussi, si on rejoint un peu nos discussions de base avec l'IA, avec le fait que demain, potentiellement n'importe qui va pouvoir publier très rapidement une vidéo à moindre coût. Donc, il va y avoir une prolifération de contenu, donc beaucoup plus de concurrence. Comment se différencier de la masse, de la mêlée demain grâce à la création de contenu? Alors, du coup, je vais pas être original, je pense, dans ma réponse, mais la création de contenu, les stratégies de contenu, n'est que pour moi un moyen de répéter ses attributs de branding.
C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a fait sa stratégie de branding, c'est très bien, on peut refaire son site internet, mais ça reste un point de contact ponctuel. J'arrive sur ton site une fois et je m'en vais. Si tu veux répéter tes attributs de branding et les faire assimiler pour qu'ils soient même mémorisés, il n'y a pas 36 solutions. En fait, il faut répéter l'exposition. Il n'y a que deux façons. Soit tu payes, soit tu fais une stratégie de contenu. Il n'y a pas d'autre choix. Le paiement, on en a parlé tout à l'heure. On peut effectivement l'associer à des campagnes de conversion. Comme ça, on peut voir l'impact. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez limité puisque c'est juste un enabler, on va dire, du brand building qui va venir optimiser les différentes étapes du modèle art, que ce soit dans l'acquisition et puis même plus tard dans faire de l'activation plus courte, de la rétention plus longue, du referral plus fort, ce genre de trucs. Par contre, la stratégie de contenu a cet avantage, et c'est là que je fais le lien entre branding et gross marketing, c'est que la stratégie de contenu a l'avantage d'utiliser des canaux de communication qui ont eux-mêmes des leviers de croissance intrinsèques. C'est-à-dire que moi, je suis sur YouTube, par exemple. Ma stratégie de contenu a pour but d'appuyer mes attributs de branding. Voilà, je les répète, je les répète, je les répète, je les répète. Pour que ce soit mémorisé, pour que je sois associé à des éléments. Donc voilà, qu'on dise art, on pense Yann Leonardi, tu vois, par exemple. Et c'est pas seulement la diffusion de mes attributs de branding et la répétition, ça va être aussi un peu d'optimisation mécanique, puisque une chaîne YouTube est un art indépendant avec son acquisition, sa découvrabilité, son activation, genre j'ai vu 2 vidéos de toi, ok, ça m'intéresse, je m'abonne, même si l'abonnement n'a plus vraiment d'impact, mais ça reste un événement représentatif de l'activation. La rétention, c'est continuer à voir mes vidéos dans le temps. Le referral, alors moi j'appelle ça le referral involontaire, ça va être justement le fait de s'engager avec des vidéos et donc d'aider l'algo à se dire c'est vachement intéressant pour que ça touche d'autres gens qui me ressemblent, puisque c'est ça que fait l'algo. Hein. Il se dit tiens, ça lui plaît à lui, je vais trouver des gens qui lui ressemblent. Donc c'est-à-dire que si vous arrivez à maximiser l'engagement des gens sur vos contenus, eh ben, vous allez en avoir d'autres. Ça va être une sorte de referral involontaire. Donc du coup, en fait, il y a cette parfaite compréhension de en quoi une stratégie de contenu sur un canal en particulier peut être optimisée pour les deux objectifs qui sont utiliser des leviers de croissance qu'on t'offre gratuitement, parce que l'algorithme de découvrabilité YouTube, c'est du lookalike sans payer quand même. Il faut quand même vraiment être conscient que c'est gratuit et c'est génial. Et derrière, je répète mes attributs. Donc, une fois qu'on parle de ce prisme-là, la seule chose qui va rester, ça va être l'evergreen. Donc, si je fais comme tout le monde s'en foutra. J'aurai donc du coup aucun engagement. Toutes mes métriques de mon modèle art, de mon petit art sur ma petite chaîne YouTube, bah, ils vont être merdiques. Et je vais commencer à faire des trucs d'optimisation mécanique merdique du genre forcer les gens à s'abonner en envoyant un lien. Vous savez, les liens là, où découvrez ma chaîne YouTube et quand tu cliques dessus, ça t'abonne de force. Enfin, des trucs complètement nuls qui pourrissent ton engagement derrière. En fait, c'est vraiment ça. On va revenir encore à toujours au même sujet. Dire, bah, en fait, ta stratégie de contenu est là pour exploiter ton branding et par l'engagement que tu crées, optimiser le modèle art de ta chaîne YouTube qui elle-même participera à la croissance de ton écosystème avec tous tes petits modèles art. Donc, forcément, quand on voit par ce prisme-là, une fois qu'on a tout mis en place, on revient sur les basiques qui sont, si je fais comme tout le monde, tout le monde s'en fout. Du coup, on prend des trucs qui existent, on fait une sauce, et puis on essaie d'associer deux trucs qui ne devraient pas être associés. Et là, on crée un wow effect. On prend un format comme ça, un format comme ça. On l'associe et en fait, on va créer quelque chose qui n'existe pas, qui va se dire et qui va faire en sorte que les gens ils vont faire waouh. Je sais pas, moi, j'ai une référence en tête, c'est ah bah tiens, j'ai oublié son nom. C'est une meuf qui fait des vlogs, un peu de vulgarisation de dev. Elle s'appelle Ami, comment elle s'appelle? Bon, je me rappelle pas de son nom. Je vais essayer de m'en rappeler d'ici quelques minutes. Mais en gros, elle fait des vlogs. Donc, elle a mélangé le vlog avec la vulgarisation technologique. Et en gros, l'association des trucs qui ne devraient pas être ensemble crée une sorte de petit wow effect.
et ça crée sa différenciation. Autre moyen de le faire, juste en recopiant. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui se font dans d'autres langues auxquelles mon marché n'a pas accès. Je copie comme un gros bourricot et du coup, je deviens différenciant sur le marché parce que j'ai juste pompé un truc qui marchait bien ailleurs. Après, on en veut beaucoup aux créateurs de contenu quand ils font ça, mais quand les startups le font, ça dérange personne. Mais en vrai, c'est une opportunité, quoi. Voilà. Tout ce qui fait qu'on va pouvoir créer un truc un peu différenciant qui va sortir du lot, qui va créer un petit wow effect et qui va créer de l'engagement. Et pour ça, faut bien comprendre à qui on s'adresse, qui on veut toucher et comment on peut les toucher, quoi. Et ça reste très, très basique du marketing evergreen, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut quand même bien maîtriser ses bases du marketing parce qu'on en revient toujours à ça à la fin, quoi. Ce qui est super intéressant, c'est que tout au long de cette discussion, en fait, plusieurs fois, on a essayé de t'amener aussi sur finalement, c'est quoi le futur de tel truc. Et à chaque fois, tes réponses, c'était C'est le passé. écoutez, c'est ça. Écoutez, les mecs, c'est l'evergreen en fait. C'est des trucs qui marchaient hier, qui vont marcher demain. Et je trouve que c'est une réflexion qui est super intéressante. Et alors, je pense qu'il y a des formats qui vont arriver demain qui n'existaient pas aujourd'hui ou hier, qui seraient intéressants de reprendre. Par contre, c'est vrai que dans tous les cas, les principes vont rester les mêmes. Ouais, Oui, donc, parce que le format nouveau qui arrive, il n'arrive pas parce que c'est ce format-là, il arrive parce qu'il est différenciant. C'est ça Et du coup, quand les gens cherchent le format en cherchant par les formats, en fait, ils ratent la compréhension du truc dans sa globalité, qui est, en fait, ce qu'il faut chercher, c'est la différence, c'est pas le format. Et de la différence, après, tu te fais une sorte de petit cahier des charges qui t'amène vers le format. Ok. Ok. Alors, question en vrac, rapide. Aujourd'hui, tu as une newsletter, la grosse semaine. Il y a combien d'abonnés? Tu peux le dire ou pas? Oui, bien sûr. Il y a 12 000 abonnés. 12 000. Ah, ok. Pour le coup, je pensais que c'était plus proche des 80 000 que des 10 000. Non, parce qu'en fait, je garde pas tous les emails que j'ai gardés, enfin que j'ai eus. C'est-à-dire que 12 000, c'est les gens qui ouvrent leurs emails, quoi. C'est-à-dire que je garde pas les gens qui ouvrent pas, donc je nettoie régulièrement, donc ça me fait perdre plein d'abonnés, quoi, évidemment. Et aujourd'hui, ton business model, ça va être du consulting dans les boîtes et c'est la bonne d'infoproduits. Oui, c'est ça. Alors, beaucoup plus le consulting. Euh, Beaucoup plus de consulting. Et puis, j'ai eu une phase gross advisor aussi, où je prenais des pourcentages. Mais j'en reviens un petit peu de ça. Parce que quand on me donne un pourcentage, en fait, c'est un peu le truc genre, en fait, ils espèrent m'engager vraiment plus que ce sur quoi on s'est mis d'accord. Et en gros, tu te retrouves, alors, toi, tu donnes ça et puis on essaie de te prendre ça, tu vois. Et finalement, ça revient à faire de l'investissement en startup, finalement, puisque c'est des petits volumes. C'est-à-dire que tu peux pas être dans 150 startups Growth Advisor. Donc, tu n'es dans que quelques boîtes. Et pour le coup, c'est comme si tu avais investi dans quelques boîtes, ce qui est une théorie d'investissement complètement nulle, puisque c'est le volume, quand tu investis dans des startups en théorie, qui va te sauver. C'est parce que tu as investi dans 50 startups par an que tu y arrives. C'est pas parce que tu as eu le nez creux et que tu es plus malin que les gens. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, du coup, si tu es gros advisor pour 5 boîtes, en fait, tu as investi dans 5 boîtes. Est-ce que c'est pas un peu risqué comme, comme plan? Donc, du coup, ça m'intéresse moins maintenant. Alors que pendant un moment, j'aimais bien ce modèle. Là, ça a bugué. Hein. Ouais. Ouais, okay. Et je sais pas si c'est. Ouais, il nous entend pas. C'est hyper intéressant ce modèle parce que lorsque j'ai démarché pas mal de freelance d'ailleurs tech, ils avaient cette même réflexion. Mais c'est clair qu'en fait, ils réfléchissent peut-être pas de la bonne manière au sens où c'est un pari. Et tu as intérêt à viser le volume parce que sinon, tu es mal, quoi. Surtout lorsque tu utilises ton temps et que c'est toi qui. Oui. Parce que ce que tu peux faire avec de l'argent, tu peux pas le refaire avec ton temps. Tu peux investir dans 15 boîtes. Une fois que tu as fait le chèque, c'est fini, tu vois. Tu pointes à un board une fois par an, ça va. C'est un peu différent quand tu le fais avec ton temps. Et que la contrepartie, c'est ton temps. C'est clair. Ou alors, tu as un pôle complet à ta boîte qui fait des études de marché de dingue pour augmenter les probabilités de tomber sur le bon projet à partir du moment où tu l'accompagnes. Parce que les startup studios, finalement, ils misent sur un peu moins de boîtes, mais putain, ils ont des équipes de dingue qui s'assurent qu'il y a un marché de fou. Et en plus, ils alignent les A-players. Ouais.
Ouais, c'est autre chose, parce qu'en plus, c'est vraiment des mecs qui ont l'habitude. Par contre, je vais devoir y aller, moi. J'avais pas prévu. Ah mince. Putain, mec, moi j'adore, je suis à fond dedans là. Ah bah oui, non, mais très bien. Tu penses que là, dans une dizaine de minutes, on peut finir? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah là, en fait, j'allais lui demander combien ça coûte de faire appel à Yann, mais je pense qu'on peut clôturer direct. Ah non, non, vas-y. Enfin, non, vas-y, c'est une bonne question. Moi, je vais juste. T'inquiète. Ok. De toute façon, je sais pas s'il va revenir. Oui. On gardera tout ça, je pense que je vais pas couper. J'espère qu'il va revenir. Ah, c'est bon. Et hello. Là, je suis sur mon téléphone parce que mon électricité a coupé. Voilà, j'ai plus d'électricité. Ah putain, pas de bol. Bah, dans tous les cas, c'est bientôt fini, hein, t'en fais pas, il nous reste 5 minutes. Ouais, Ouais, donc je m'étais arrêté à. Je vais faire de la formation aussi. Je vais développer ça. Ok. Et ça coûte combien de faire appel à Yann pour le consulting? Bah, ça dépend. Parce que j'ai une offre en très gros, hein. J'ai une offre où je fais votre branding pour vous. En gros, je fais donc ça dure à peu près 2 mois avec des sessions, des ateliers, des choses comme ça, régulièrement. Et puis je laisse du temps pour laisser reposer entre les ateliers. En très gros, c'est 10 000. Après, si on doit aller jusqu'à la stratégie de contenu, bah là, pour le coup, ça va augmenter sévère parce qu'en fonction des canaux qu'on essaie de mettre en place, parce que du coup, je vais aller jusqu'à la formation d'un head of content en interne et puis la production du premier cycle de contenu. Donc là, après, ça dépend vraiment des canaux, mais voilà, vous avez une idée à peu près. Et puis, finalement, j'essaie de limiter mes offres. Donc, j'ai supprimé plein d'autres offres. Donc, je reste vraiment sur un truc très consulting, je fais tout seul, ou alors du coaching à l'heure. Voilà, un truc très simple, genre un truc 300 € de l'heure. Mais je le fais pas, j'essaie de pas le faire parce que je le fais vraiment quand on insiste sur ah mais si, mais du coup je fais ah bon d'accord, ok, mais je fais pas souvent du coaching à l'heure. Ok, très clair. Est-ce que tu veux qu'on partage un lien spécial dans la description de ta newsletter peut-être? Oui. Alors, en fait, c'est un peu aussi le côté newsletter, en fait, est quelque chose qui, je pense, limite aussi l'expansion. C'est que moi, ma newsletter est vraiment restée comme un truc de rétention. C'est-à-dire que j'en ai pas fait quelque chose qui pouvait grossir d'elle-même. Ce qui va changer, puisque je vais changer le canal, puisque je vais passer sur Substack. Et sur Substack, il y a de la découvrabilité et du referral. Donc, du coup, je vais utiliser ce levier de croissance et du coup, je pense que je devrais pouvoir le faire grossir au lieu de juste m'en servir comme rétention. Mais par contre, dans ma newsletter, comme vous le savez, je partage beaucoup de ressources anglophones, ce qui est quand même un frein, je trouve. Donc, des fois, je partage des trucs français, comme vous, mais c'est des trucs anglophones. Donc, si vraiment des gens sont vraiment très curieux, enfin c'est un truc pour les curieux en fait, en vrai, hein, ma newsletter, parce que si t'es pas curieux, ça te fait chier assez rapidement, je pense, parce que je pars vraiment dans toutes les directions pour assouvir ma curiosité. Je pense que le meilleur lien, ce sera plutôt une masterclass branding gratuite, voilà, que je vous donne un lien et vous le trouverez juste en dessous dans la description. C'est 45 minutes avec moi où je vous explique un peu mon parcours, de comment je suis à passer de grosse marketing bourrin, optimisation mécanique, à découverte du branding et comment j'ai un peu réussi avec le temps à prendre toutes les méthodes de branding, à en faire ma propre méthode, parce qu'il y avait plein de trucs qui étaient un peu bullshit. C'est un peu ça qui est compliqué quand on commence à aller dans le branding, c'est qu'on tombe sur des méthodes qui nous aident pas spécialement. On se dit, OK, j'ai fait ça, mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment c'est actionnable? Et du coup, voilà, j'explique dans cette masterclass un peu tout mon cheminement pour arriver à ma méthode actuelle, quoi. Très cool. Tu m'enverras le lien directement par email et je mettrai ça en description. Trop chouette. Bah écoute, Ok. et d'ailleurs, finido. Alex, on te libère. Yann aussi. Merci infiniment pour ton passage. Merci C'était beaucoup, hyper ouais. intéressant. Ouais, je me suis Avec régalé. Hein. plaisir. Je sais pas pour Avec toi, mais plaisir. cool. discussion super intéressante. On a appris plein de trucs et tout. Très content d'être passé dans votre show. C'est naïf, shit. Bah écoute, à la prochaine. Bye. À bientôt. À plus. Ciao, Merci, ciao. salut. Ciao.